Alors fait avec amour, préparé avec amour, c'est cadeau. Salut, c'est Thomas Rozek. Comme une bonne partie de la population française, je suis un urbain, et je l'ai toujours été. J'ai toujours vécu dans des villes, mais des villes très différentes. Des très grandes, des villes moyennes, et des petites villes, c'est-à-dire des communes de moins de 20 000 habitants, et parfois beaucoup moins. Vous êtes sans doute nombreuses et nombreux à avoir connu exactement les mêmes décors que moi, ces villes anciennes, charmantes, mais qui perdent de l'attractivité au profit des voisines plus grandes, qui ont hérité d'un bâti agréable à l'œil, mais qui galèrent un peu à trouver leur second souffle. La série documentaire qui va nous occuper dans les prochains épisodes porte justement sur elles et sur ce qu'elles mettent en place pour imaginer l'avenir. En partenariat avec le programme Petites Villes de demain, piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, on a imaginé ce tour de France en 5 épisodes qui va nous emmener à la découverte de communes prêtes à se réinventer. Mais avant de découvrir cette série signée Camille Jusa et Thomas Plé, je vous propose qu'on prenne le temps d'en poser le cadre et les termes. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Pour ce faire, j'ai donc retrouvé ma camarade journaliste Camille Jusa et ensemble, nous avons discuté avec Juliette Auricoste, qui est la directrice du programme Petites Villes de demain au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et avec la chercheuse Hélène Régnier, qui est la responsable scientifique du programme POPSU Territoire, qui travaille avec le programme Petites Villes de demain. On a commencé par leur demander très simplement, c'est quoi une petite ville ? C'est Hélène Régnier qui répond en premier. On a besoin de catégories pour parler des choses, et puis en même temps, ces catégories, elles posent problème. Alors une petite ville, la première chose à laquelle on pense, c'est un indicateur démographique. Et on a effectivement une construction statistique qui nous dit qu'une petite ville, ça ne doit pas dépasser 20 000 habitants. On sait à peu près tous, et depuis déjà un moment, que ça ne suffit pas. Quand on est une commune de moins de 20 000 habitants en périphérie d'Aix-Marseille, métropole, quand on est une petite ville de moins de 20 000 habitants sur un littoral très touristique, ou quand on est une petite commune de moins de 20 000 habitants dans les Alpes d'Haute-Provence, de fait, c'est absolument pas les mêmes fonctionnements, la même réalité, les mêmes modes de vie que l'on trouve dans ces différents types de communes. Donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on a besoin de travaux de recherche qualitatifs, d'études de cas accumulées pour arriver à caractériser ces petites villes autrement, au-delà que du point de vue de ce seuil démographique qui a une utilité, mais qu'il faut vite dépasser aussi. Quand on dit petite ville, de manière un peu générale, on parle de la ville pour ceux qui y habitent, notamment dans les territoires ruraux. C'est la ville où on va pour scolariser ses enfants, faire ses courses, aller profiter d'une animation culturelle, aller avoir accès aux services publics. Et donc, elle n'est pas petite, en réalité, dans la vie du quotidien. C'est bien une ville extrêmement structurante au quotidien. Et c'est pour ça aussi qu'elle nous intéresse beaucoup et qu'elle fait l'objet de politiques publiques renforcées. Si on regarde, alors là aussi, c'est des statistiques, ce qui est toujours très frustrant parce que c'est des statistiques nationales et qu'elles ne rendent pas justice à la diversité. Mais globalement, on a, si on s'intéresse à la population de ces petites villes, une population plus âgée que la moyenne nationale, plus fragile aussi, que ça soit en termes de niveau de vie, d'entrée dans l'emploi. Et elles ont beaucoup de ressorts également, que ça soit la richesse patrimoniale du bâti, du non-bâti aussi, de la nature. Elles ont une échelle où on peut faire plein de choses et il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui permettent d'innover. Et puis, il y a des baromètres qui nous disent, notamment, je pense à un baromètre Ipsos publié récemment, qui montre qu'elles sont plébiscitées pour leur tranquillité, la proximité avec la nature, la qualité des relations humaines. Mais il y a quand même un point systématique qui ressort, c'est le manque d'ingénierie. Ce qu'on appelle ingénierie, c'est un peu un gros mot, mais en réalité, ça veut dire de capacité à bâtir les projets à partir des idées et des besoins et à les mener à bien. Et donc, en fait, les politiques publiques, et notamment Petites Villes de demain, de ce que j'ai le plaisir de piloter, justement, c'est comment on fait pour renforcer l'ingénierie pour ces petites villes. Certaines sont très attractives et sont sous tension, comme peuvent l'être des territoires métropolitains. Certaines voient au contraire leur jeunesse diplômée quitter le territoire et l'activité économique quitter le territoire. Donc voilà, il y a des communes dans ce grand arc nord et nord-est des populations qui souffrent parce qu'elles sont elles-mêmes dans une région qui, à l'échelle de grandes évolutions économiques, souffrent.
Donc le pari est de mobiliser des équipes de recherche au plus près du terrain, on dit de la recherche embarquée. On a là, sur autant d'enjeux clés, des laboratoires innovants qu'il faut aller observer de près et prendre au sérieux. Juliette Auricoste. Ces problématiques et l'importance dans la vie quotidienne de beaucoup de Français de ces villes, c'est pas nouveau. Et ça fait un bout de temps, en fait, qu'il y a les politiques publiques au sens large s'y intéressent, que ça soit à travers la recherche, comme que Hélène décrivait très bien, ou prépare l'action de l'État, de conseils régionaux, de conseils départementaux, d'initiatives de certains élus. On a des retours d'expérience extrêmement variés et riches. Ce qu'a souhaité le gouvernement et ce qu'a lancé Jacqueline Gouraud fin 2020, c'est un programme appelé Petites villes de demain, qui vise à améliorer la qualité de vie des habitants de ces petites villes et des territoires autour, qui sont des usagers, qui vivent aussi dans ces villes, même s'ils n'y habitent pas. Et ont été sélectionnées plus de 1600 communes dans la France entière, dans tous les départements, dans les territoires ultramarins, dans une dynamique qui vise à renforcer les moyens des élus pendant la durée de leur mandat municipal, justement pour bâtir leur stratégie, la mener à bien. Et puis aussi, un des fondamentaux de ce programme, c'est de rassembler de très nombreux partenaires autour de la table. Ceux qui étaient déjà engagés dans le soutien aux collectivités et puis des nouveaux qu'on va aller chercher. Vous avez été choisi en raison du rôle de centralité que joue votre commune, de votre volonté à vous engager dans le programme et également des signes de fragilité auxquels l'État doit répondre en vous apportant des outils et des moyens nouveaux. Le programme Petites villes de demain s'inscrit dans le temps long. Il vous accompagnera toute la durée de votre mandat. Cette condition me paraît indispensable pour traiter les sujets au fond et pour permettre d'engager des stratégies ambitieuses pour vos communes et les territoires alentours. Nous serons présents pour soutenir les actions définies dans vos projets de territoire sur les différentes priorités que vous aurez choisies. La qualité de l'habitat et du cadre de vie, la valorisation des patrimoines, l'accès à la culture, le dynamisme de l'artisanat et des commerces ou encore l'accès aux services publics. Alors si on prend des exemples un peu concrets de comment peut fonctionner ce programme, peut-être Camille, là on va rentrer dans le vif déjà de ton reportage, mais peut-être qu'on peut commencer par un des premiers sujets, un des premiers territoires de reportage auquel tu as pu te rendre, toi. C'était le premier ? Eh bien, je suis allée à Chauny, qui est une ville de l'ancienne Picardie, et qui a comme particularité d'avoir 12 000 habitants environ. Et on est assez habitué dans ce genre d'endroit à voir beaucoup de boutiques dites vacantes, avec ce fameux bail à céder sur la vitrine, poussiéreuse souvent. Et à Chauny, c'est pas du tout le cas, ce qui est assez étonnant. Et l'autre chose très étonnante à Chauny, c'est qu'il n'y a pas de grand centre commercial. Et c'est quand même assez exceptionnel pour le noter. Donc je suis allée rencontrer la municipalité notamment, puis des commerçants pour savoir comment ils avaient résisté au fond à Carrefour, Auchan et consorts. Comment on protège son commerce de centre-ville. Et ça, c'est essentiel pour une petite ville, parce que dès lors qu'il n'y a plus de commerce, les habitants ils vont plutôt avoir envie de s'installer à la périphérie, dans un pavillon, et tout va se faire en voiture. Et ça, c'est la mort de la petite ville, souvent. C'est une des choses les plus évidentes qu'on voit quand on traverse la France. Voilà, donc je me suis rendue d'abord à Chauny. Et la chose que j'ai comprise, c'est que la municipalité a refusé, pendant 30 ans, toute implantation de zone commerciale. Et c'est pas du tout évident, parce qu'une zone commerciale, c'est tout à coup des promesses d'embauche. Enfin, on croit que c'est des promesses d'embauche. On pense qu'il va y avoir une sorte de cercle vertueux où des tas de choses vont s'agglomérer autour de ce premier hypermarché qui s'implante. Et le maire, Marcel Lalonde, qui est maintenant à la retraite, mais a vraiment refusé à toutes les commissions départementales l'implantation d'hypermarchés dans sa commune. Et c'est assez extraordinaire. On va écouter un petit extrait de la série. Ça ne durera pas toujours, où les consommateurs auront envie d'aller anonymement se servir dans les rayons. Il y a autre chose dans le commerce. Si je suis venue à Chauny, c'est pour parler de business. Car la ville est un peu à part. 12 000 habitants, mais pas un rideau tiré, pas une vitrine poussiéreuse. Depuis la gare, par la vitre, Justine Machir, la directrice de cabinet du maire,
me montre une ravissante petite ville entièrement art déco, aux avenues larges et cossues, des tas d'équipements culturels et sportifs, des collèges, des lycées, un gros hôpital, 3 cimetières militaires aussi de la Première Guerre mondiale. Et surtout, c'est suffisamment rare pour le dire tout de suite, je ne vois aucune zone commerciale à l'horizon. Juste un petit carrefour un peu excentré, et en revanche, en plein centre-ville, une vraie longue rue commerçante, la rue de la République. Hélène Régnier, vous vouliez réagir ? Il se passe des choses quand il y a une alchimie entre le génie des lieux et le génie des liens. Alors, le génie des lieux, dans l'exemple pris juste avant, Chauny, ben voilà, c'est le temps long, c'est des maires, et pas que, et leurs représentés, qui, depuis 30 ans, ont réussi à résister à l'implantation de grandes surfaces commerciales. Ça, c'est la première dimension, génie des lieux. Et puis, ce génie des liens, il faut aussi qu'il y ait cette action collective. Ce génie des liens, il tient sur une mise en musique d'acteurs nombreux et pas seulement à l'échelle de la commune. C'est aussi un génie des liens au sein d'un territoire qui dépasse des frontières institutionnelles. On a une commune, une intercommunalité, dans un département, dans une région, etc. Et en fait, là où on voit des choses un peu fortes, un peu innovantes, c'est aussi des espaces où les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, mais les acteurs publics comptent beaucoup, ont réussi aussi à jouer sur ce génie des liens. Plus prosaïquement, il me semble qu'il y a aussi, et c'est ce que vous disiez toutes les deux, me semble-t-il, le fait qu'il n'y a pas un territoire qui ressemble à un autre. Et derrière, c'est toute la logique qu'on appelle du cousu humain. Ça suppose de poser un diagnostic spécifique au territoire, de comprendre et comprendre son histoire, comme le disait Hélène, bâtir où on veut aller et surtout donner les moyens aux acteurs locaux de s'approprier ces démarches-là et de les mener à bien. C'est un peu comme une pelote de laine. On prend le fil de l'enjeu de revitalisation commerciale, on agit sur le commerce en tant que tel. Et puis, si on tire cette petite pelote de laine, on arrive sur quelque chose de très imbriqué parce que quand on parle de commerce, ça suppose de recréer du flux. Le commerce, il va survivre, il va vivre, il va se développer s'il y a des clients. C'est un peu la base. Mais pour qu'il y ait des clients, ça suppose qu'il y ait des gens qui habitent à côté, donc d'avoir des logements de qualité, agréables, adaptés aussi aux attentes d'aujourd'hui, d'avoir des espaces publics dans lesquels on va avoir plaisir à laisser sa voiture et puis déambuler à pied, ce qui est comme souvent beaucoup plus propice à l'achat spontané, d'avoir accès à des services publics, à des animations culturelles, ce qui fait qu'on va venir avec plaisir dans cette zone, ce centre ancien, pour profiter de la vie, pour se rencontrer, et donc aussi de penser les mobilités au sens large. Et puis après, dans le programme Petite Ville de demain, on va travailler à renforcer cette boîte à outils pour pouvoir créer du flux de clientèle durablement, et ça va supposer d'agir sur tous les leviers. Je me demandais de quelle manière la situation pandémique avait peut-être modifié ou fait bouger les lignes de ce programme et de la manière dont il était pensé, avec tout ce qu'on a pu entendre notamment sur tous ces gens qui voulaient quitter la grande ville, qui avaient découvert d'autres modes de vie ou qui avaient des envies d'autres modes de vie après avoir vécu notamment le premier confinement. Je me demandais de quelle façon ça avait été appréhendé au sein d'un programme comme PVD. En réalité, l'impact de la pandémie, il est sur en tout cas les tensions immobilières, on va dire, parce que finalement, il me semble que c'est ça qui est derrière votre question. Elle n'a pas homogénéisé la situation, au contraire, en réalité. Et dans ce que Hélène évoquait en introduction sur la diversité des territoires, de leur attractivité aussi, finalement, on retrouve cette très grande diversité dans les impacts que va avoir la pandémie. D'ores et déjà, ce qu'on constate sur justement les ventes, etc., on a certaines villes où il n'y a plus rien à vendre. Très clairement, c'est ce que nous disent les maires. Tout est parti, il y a plus de biens et on a un marché qui a complètement changé, en tout cas qui s'est beaucoup accéléré. D'autres, pas tant que ça en réalité. Du point de vue de la recherche, c'est assez passionnant cette affaire. Par rapport à ce fantasme d'exode urbain, on sait déjà 2 ou 3 choses. Cet exode urbain, il semble en fait prolonger des tendances déjà là. Donc ça fait déjà un bon moment qu'on observe une augmentation de la population dans les espaces peu denses. Finalement, les années 1960-1980 ont été les 2 décennies d'exode rural.
Et depuis le début des années 60, il y a des logiques inverses de croissance démographique dans des espaces moins denses. C'était la périurbanisation. Et cette périurbanisation, petit à petit, elle s'est faite dans des communes de plus en plus éloignées grâce à une mobilité facilitée. On est à peu près sûr que ce mouvement de périurbanisation peut être méga périurbanisation, encore un petit peu plus loin, il y a de fortes chances qu'il se poursuive. Après, les maires des communes, eux, ils veulent savoir s'ils ont besoin de construire des crèches ou s'ils ont besoin de logements seniors, c'est-à-dire quels territoires vont être concernés et qui va arriver chez nous. Et ça va changer quoi en termes de besoins en services publics. Donc là, ce qu'on essaie de faire d'un point de vue qualitatif, c'est aussi d'identifier des profils de ménages qui pourraient alimenter ce mouvement d'exode urbain. Donc là aussi, on commence à savoir 2-3 choses. On a un premier profil des jeunes retraités qui vont privilégier des territoires qui avaient déjà une attractivité. Le deuxième profil, c'est un profil peut-être qu'on pourrait appeler un profil de cadre. Les cadres, c'est seulement 18% de la population qui, eux, peuvent bénéficier du télétravail. Donc, eux, ils vont peut-être pratiquer la multirésidentialité. Ils vont garder un pied dans la grande ville où souvent ils ont leur emploi et ils auront un autre pied dans un autre lieu moins dense. Le petit problème sur lequel j'insiste vis-à-vis de ces 2 premiers profils, c'est qu'il y a des enjeux sociaux derrière. Si c'est plutôt des retraités et plutôt des cadres qui ont les moyens de bénéficier de ces nouveaux compromis urbains, ça peut générer des tensions sur les marchés immobiliers, notamment pour ceux qui ne sont pas encore propriétaires. Et puis, il y a peut-être 2 autres profils. Un profil dit néo-rural, où là, il y a vraiment ce changement de résidence s'accompagne d'un changement d'activité professionnelle. Et puis un profil, on va dire, avec des formes, une vie avec des formes de marginalité, hors attraction des villes. On est un peu plus loin, dans des mondes un peu plus invisibles. Donc voilà 4 profils qui se dessinent. Camille, est-ce que ces différents profils, j'imagine, ça recoupe ce que toi tu as pu observer dans tes reportages, les gens que tu as pu croiser, avec qui tu as pu discuter dans justement ces différentes petites villes où toi tu es allé emmener ton micro? Oui, et en fait ce qui m'a vraiment moi surprise et assez enchantée, je dois dire, parce que moi j'ai travaillé sur l'invention du grand ensemble dans les années 50-60. Après j'ai travaillé sur la France pavillonnaire et je dois dire que ça m'avait plutôt effrayé ce devenir des villes comme ça en tache d'huile. Et je me suis souvent demandé ce qu'on allait bien devenir, nous les urbains, pris dans une ville de plus en plus étalée. Et c'est vrai que tout à coup, j'ai aperçu une autre manière de vivre la ville. Et je me suis dit, peut-être ça, c'est quand même un avenir intéressant. Alors que c'est un effet de mode, voilà. Mais c'est intéressant de se dire que peut-être on n'est pas voué à l'étalement urbain, au pavillon Bouygues. On peut vivre autre chose comme espace public qu'un centre commercial et un ciel artificiel. Ça, je trouve ça quand même assez réjouissant. Je voudrais qu'on dise un mot de cette série de reportages donc, qui s'appelle, on l'a pas dit, Dans la France des petites villes. C'est quoi l'idée ? C'est de mettre en valeur des initiatives pour peut-être susciter des ambitions, c'est ça, Juliette Auricoste ? Parce que moi, j'ai eu la chance d'étudier dans le domaine agricole, c'est le développement par-dessus la haie. À savoir, c'est indispensable d'avoir de l'apport académique, d'avoir de l'apport universitaire, des savoir-faire, du savoir, ça c'est indispensable. Après, pour oser innover, pour oser passer le pas, aller chercher un pas de côté, ça demande des fois un peu de folie, des fois aussi d'oser. Et pour aller oser, le fait de voir que ça marchait ailleurs. C'est pas de copier-coller, mais c'est de se sentir dans un groupe, de se sentir soutenu et de pouvoir aller s'inspirer, se dire si d'autres ont osé aller dans leur récit, dans leur projet, bah, moi aussi je peux le faire. Donc c'est un peu aussi dans cette démarche-là que ce programme s'inscrit. On est vraiment dans une approche à la fois de faire connaître cette diversité des territoires et des actions, mais aussi permettre à chacun d'en prendre conscience dans une dimension très sensible que permet l'approche audio. J'aime bien cette idée qu'il faut un peu de folie. Et si ce Tour de France, il peut permettre de pointer des choses originales, sortir des standards de l'attractivité. Moi, j'aime bien aussi insister sur ces ressources qui comptent et qu'on ne compte pas.
qu'on ne compte pas quand on a une vision trop agrégée, trop nationale, trop macro. Et quand on descend de façon sensible dans la vie des habitants de ces petites villes, ce qui compte et qu'on ne compte pas, avoir un réseau, un tissu associatif très dense, avoir une source en eau qui n'a pas besoin de traitement, c'est une ressource qui est déjà très importante et qui va peut-être le devenir plus encore. Voilà, je ne veux pas multiplier les exemples, mais quand on est dans ces territoires, peut-être aussi ces échanges, ces réseaux, ces regards extérieurs pour révéler les beautés, révéler les ressources de ce qui compte et que peut-être on ne regarde pas assez, qu'on ne compte pas assez. C'est un joli challenge, un joli défi. Merci à Juliette Auricoste et à Hélène Régnier pour leurs réponses. Merci à Camille Jusa d'avoir mené cet épisode avec moi. La série Dans la France des petites villes qu'elle signe avec Thomas Plé est à découvrir dès le prochain épisode. Une série en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour le programme Petites villes de demain et le PUCA et Binge Audio évidemment. Programme B, c'est un podcast préparé par Lauren Bess et Anaïs Daïka. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.